le forum du studio Kalamgou, 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 le forum du studio Kalamgou. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission quotidienne, le Forum de Studio Kalangu, une émission qui traite des différentes thématiques d'intérêt général. Aujourd'hui, notre forum porte sur le bilan de la pandémie de la maladie à coronavirus au Niger. Quelles leçons apprises? Quel est le bilan qui se dégage en termes de victimes, de ressources investies, de réussite et d'échecs face à la maladie? Quelles sont les leçons apprises de la gestion de la maladie à coronavirus au Niger? Quels sont les principaux défis actuels et futurs à relever? C'est à ces grandes interrogations et à bien d'autres que nous tenterons de trouver réponse au cours des 45 minutes à venir. Pour ce faire, nous recevons dans ce studio Dr Hanchi Yahaya. Il est médecin infectiologue à l'hôpital national de Niamey. Il représente aujourd'hui la commission de la prise en charge à COVID-19 au ministère de la Santé publique. Bonsoir docteur. Bonsoir Nafissa. Monsieur Insa Daouda, il est le coordinateur régional du réseau des organisations du secteur de la santé Roassen Niamey. Bonsoir monsieur Insa. Oui, bonsoir. Merci d'être venu. Et nous recevons également docteur Adamou Lagaré. Il est virologue au centre de recherche médicale et sanitaire Sermes. Bonsoir docteur. Bonsoir madame. À la présentation, Nafissa Adam Sirfo. Chers invités, merci une fois de plus d'être venus et bienvenue à tous et à toutes dans le forum de Studio Kalangu. Comme vous le savez, la maladie à coronavirus ou COVID-19 est apparue en Chine, à Wuhan, depuis décembre 2019. La COVID s'était donc très vite propagée dans le monde entier. Selon l'Organisation mondiale de la santé, OMS, à la date du 12 octobre 2020, la situation épidémiologique de la COVID-19 cumulée dans le monde se présente comme suit. 37 109 851 cas notifiés positifs, avec 48% en Amérique, 34% en Europe et 11% en Afrique. 1 070 355 décès notifiés. Et pour le cas du Niger, à la date du 19 octobre 2020, un nouveau cas positif à la COVID-19 a été enregistré sur 2836 tests réalisés. À ce jour, donc, 1211 personnes sont déclarées positives à la COVID-19 sur un total de 33 681 testés. Actuellement, on compte 69 personnes décédées, 1128 sorties guéries et 14 en cours de traitement, a précisé l'autorité sanitaire du Niger. Et pour rappel, le Niger avait enregistré son premier cas de malade à coronavirus le 19 mars, autant pour moi, 2020. Et depuis lors, le pays s'est activé à la lutte contre cette maladie. Je commence par vous, Dr Hanchi. Je rappelle que vous représentez la commission prise en charge de cette maladie au ministère de la Santé publique. Alors, comment le Niger a accueilli cette information, l'arrivée d'une telle maladie ici au Niger? Merci, Nafissa. Comment le Niger a accueilli cette maladie, je ne sais pas, comme tout le monde, avec une certaine inquiétude, mais une inquiétude qui a permis au pays très vite de mettre des dispositions. Au départ, c'était essentiellement pour éviter l'arrivée de la maladie au Niger. Mais donc, avec l'arrivée? Mais quand c'est arrivé, c'est bien sûr, au même moment qu'on cherchait à prévenir l'arrivée de la maladie, le pays a aussi mis en place automatiquement des centres de prise en charge. D'abord, le laboratoire pour tester les éventuels cas et les centres où on doit prendre en charge les éventuelles maladies. Effectivement. Voilà. Donc, le pays s'est très vite activé dans la lutte contre cette pandémie au Niger. Alors, Monsieur Insa, vous représentez le réseau des organisations du secteur de la santé. Dites-nous, de votre côté, comment avez-vous accueilli l'apparition d'une telle maladie également au Niger? Merci, Nafissa, d'abord de nous avoir en tout cas donné l'occasion d'être à ce forum en tout cas organisé par votre média Kalangu.
qui nous permettra, tant soit peu, d'évaluer, si je peux l'appeler ainsi, nous, notre participation en tant que société civile organisée autour du secteur de la santé, de ce que nous avons pu faire et ce qu'on est en train de faire justement par rapport à cette lutte contre la COVID-19. Alors, comme le docteur l'a dit, depuis l'événement, effectivement, mars 2019, pardon, avec les mesures que les autorités nigériennes, à travers le ministère de la Santé, qui ont été réfléchies, stratégies pour empêcher d'abord à ce que peut-être ça ne trouve pas les populations nigériennes sans préparation. En tout cas, du côté du ministère de la Santé, nous avons été invités, surtout en ce qui concerne la région de Niamey. Nous sommes membres du COGEPI, la commission de gestion des épidémies de la région de Niamey. Et à la première réunion où nous avons été invités, en tant que société civile, ce qui nous a beaucoup concerné, c'était l'organisation et la sensibilisation au niveau communautaire. Effectivement. Et je pense que depuis lors, nous avons décliné des stratégies, nous avons décliné qui il faut impliquer dans cette sensibilisation, parce que seulement par rapport à cette maladie spécifique, il y a aussi des spécificités à prendre en compte au niveau communautaire. Autant d'actions donc sur lesquelles nous allons venir après. Alors merci M. Insa. Dr Adamou, vous êtes virologue au CERMES. Alors le CERMES, on sait qu'il est spécialisé dans la recherche médicale et sanitaire. De votre côté, votre institution, comment vous avez abordé vraiment la venue de cette maladie au Niger? D'accord, donc merci bien Madame Nafissa. En tout cas, merci de nous avoir donné cette opportunité de nous prononcer face à ces sujets quand même d'actualité pour édifier en tout cas la population. Donc, comme l'a dit Dr Hanki, au fait, c'était une dynamique parce qu'on travaille complètement en réseau. Donc, très rapidement, en tout cas, les pays, effectivement, ont mis des dispositifs pour d'abord, au tout début, parce que les activités de la gestion de la COVID, il y avait les activités post, c'est-à-dire des déclarations du premier cas au Niger. Donc, tout ce qui a eu lieu, ce qui a été fait entre janvier février, déjà quand on l'entendait très loin, donc avec même comment on appelle les organisations de la société civile qui sont impliquées dans la santé. Et nous, donc, du côté des laboratoires, effectivement, les CERMES, qui est le Centre de recherche médicale et sanitaire, effectivement, comme vous l'avez appelé, qui, au-delà de ces, comment on appelle ça, de ces de recherche, a aussi quand même une expertise dans le domaine de comment on appelle ça, des analyses, des diagnostics. Donc effectivement, face à cette maladie, très rapidement, étant donné que nous appartenons déjà à un grand groupe, en tout cas le réseau international des anticipations, ce qui était très important. Nous avons eu des appuis, des accompagnements très tôt depuis janvier. Nous avons commencé en tout cas avec les différents chercheurs au niveau du réseau et nous avons pu mettre en place un diagnostic depuis février. C'est-à-dire un diagnostic, c'est-à-dire tous les appareils qu'il faut, les réactifs qu'il faut pour pouvoir détecter très rapidement les premiers cas si effectivement ça s'avère dans le pays. Merci à vous. Donc je reviens vers vous, Docteur Hanki. Donc la pandémie, la maladie à coronavirus, une maladie nouvelle si on peut le dire, qui a fait son apparition au Niger et qui a, je ne sais pas, surpris ou bien pas surpris plus d'un. Donc à la date d'aujourd'hui, comme je le disais plus haut, les chiffres hier à la date du 19 octobre, le Niger a enregistré un cas. Et depuis quelques mois, on constate qu'il y a moins de cas. Donc, tous ces chiffres-là, comment vraiment interpréter ces chiffres? Comment interpréter la baisse de ces cas? Merci. Et comment interpréter cette évolution, cette tendance? Ça veut dire, en premier lieu, que les premiers cas ont été bien géré. Qu'est-ce que je veux dire bien géré? Ça veut dire qu'on a évité que la maladie se propage dans la population. Les premiers cas ont été très vite identifiés
isolés et pris en charge. Ça a permis d'éviter que la maladie se propage très vite dans la population. Si vous avez remarqué, la plupart des derniers cas, c'est quelques cas importés. Oui, on a de temps en temps des cas autochtones locaux qu'on dépiste ici, mais les contaminations au sein des malades, à travers les malades qu'on a dépistés, ça, Dieu merci, le Niger a pu couper cette chaîne-là. Et essentiellement par la façon dont le pays a réagi, le traitement, l'isolement pour certains, à domicile, à l'hôpital ou bien dans certains centres qui ont été créés. Je ne sais pas s'il faut rentrer dans cette stratégie-là, comment le Niger a donc pris en charge ces cas. Oui, nous allons venir à cette stratégie. Et donc, vraiment, c'est, si on peut le dire, la mise en place de toutes ces mesures qui expliquent cette diminution exceptionnelle des cas. Alors, au cours d'une rencontre à Niamey, le ministre de la Santé a estimé qu'à la date du 2 octobre 2020, la situation reste stable. Idi Iliassou a indiqué que le coefficient de transmissibilité de la maladie était de 0,187, étant donc vers la disparition. Néanmoins, il appelle à plus de vigilance. Je vous propose d'ailleurs de l'écouter. Depuis quelques mois, la situation est sous contrôle car on note une forte diminution des cas. Et à la date d'hier, le R0, c'est le coefficient de transmissibilité, la capacité pour un malade à transmettre la maladie. Elle est de 0,185. On est en train de tendre vers 0. Ça veut dire quoi? Le virus est toujours en circulation. On n'a pas éradiqué le virus. Il continue, en tout cas, à circuler. Il est là parmi nous, d'où la nécessité de maintenir cette mesure de barrière. Dans l'espace CEDEAO, il y a des pays qui enregistrent jusque-là 2, 3, 4 le R0. On est à 0,185. Mais le virus est toujours là, il est toujours présent. Il faut continuer à se battre. Le virus est toujours là, il faut continuer à se battre, comme l'a dit le ministre Dr Adamou. La situation est sous contrôle, comme l'a indiqué, la situation est stable. Comment vous expliquez cela? Merci Nafissa. Je pense effectivement, oui, là, à travers l'intervention de monsieur le ministre, effectivement, nous pouvons constater, parce qu'on a connu un pic quand même autour d'avril-mai, où effectivement nous avons les R0, comme il le disait, étaient quand même autour de 2 à 3, et aujourd'hui il est carrément descendu à 0,1. Effectivement, la situation est... on peut l'interpréter de diverses façons, mais je pense, comme l'a dit Dr Hanki, c'est quand même essentiellement dû certainement aux actions, en tout cas, qui ont été mises en place par le gouvernement et par les autorités sanitaires. C'est-à-dire qu'il y a quand même assez des efforts, il faut les souligner, tant au niveau au niveau de comment on appelle ça, la recherche active des cas, tant au niveau du diagnostic précoce des cas, au niveau des laboratoires. Nous avons en tout cas intensifié, nous arrivons à diagnostiquer les cas très rapidement pour les isoler, pour donner l'information aux équipes médicales afin de les isoler. Et au niveau de la prise en charge aussi, il y a eu quand même assez d'efforts qui ont été faits pour quand même contenir en tout cas les cas. Donc je pense que tout cela ont contribué en tout cas à réduire ça, et aujourd'hui on peut se dire que quand même c'est quand même une très grande avancée pour le Niger. Une très grande avancée, n'est-ce pas, monsieur Insa du Roassen? Oui, je pense que à la lecture, en tout cas de la situation telle que le ministre vient de le dire, c'est ça. On doit retenir et on doit reconnaître aussi cet effort des autorités nigériennes à travers le ministère de la Santé, sous le leadership en tout cas du ministère de la Santé, de cette volonté et cet engagement. Il y a eu un engouement en tout cas de vouloir prendre la situation à bras le corps. Et je pense que on peut dire que s'il y a eu satisfait, c'est que effectivement un travail à fond a été réfléchi, a été fait, et aussi des stratégies ont été réfléchies en amont pour toujours, en tout cas, informer, sensibiliser, et aussi
la prise en charge des cas, comme l'a dit le docteur. D'accord. Il y a une qui Oui, continue qui encore, bien sûr, d'ailleurs. bien Quand sûr, même, bien sûr. Malgré qu'aujourd'hui le R0 est à la baisse, Bien la sûr, il y a vigilance toujours la vigilance. est Comme là. l'a indiqué le donc ministre. Je pense que tout le jour. c'est important. D'accord. D'ailleurs, on continue avec le ministre de la Santé publique et comme vous l'avez dit, il y a une avancée et cela, c'est grâce aux efforts de l'État et aux acteurs impliqués dans cette lutte. Et donc, comme l'a dit le ministre, après donc l'enregistrement du premier cas, l'État a vite pris en main la situation et donc une stratégie de riposte a été mise en œuvre. Docteur Idi Iliassou revient sur quelques points de cette stratégie. On l'écoute. Au début de cette maladie, surtout à partir du 31 mars, le gouvernement a pris la décision de réquisitionner des infrastructures publiques, comme l'hôtel Gawé par exemple, comme le stade général Séni Kountché, comme le village chinois, l'hôtel de Fenifoot, etc. Et nous avons enregistré un nombre d'admissions au niveau de ces sites de confinement du 31 mars au 19 août. Date vraiment je dirais, où on n'a plus enregistré des cas de confinement. 1388 et les 1388 sont sortis. Donc aujourd'hui, il n'y a personne dans ces sites retenus par le gouvernement qui ont été réquisitionnés. Par rapport à la réouverture des frontières aériennes, puisque jusque-là les frontières terrestres sont fermées, du 1er août, donc le jour même de l'ouverture, au 30 septembre, cette réouverture des aéroports avec les dispositions que le comité technique national, les partenaires, en tout cas tous ceux qui accompagnent le gouvernement du Niger dans la lutte contre cette maladie, on peut dire que la réouverture s'est bien passée et le dispositif mis en place au niveau des différents aéroports a été rendu opérationnel et à cette date, ce dispositif est toujours fonctionnel. Nous avons enregistré des tests PCR, même aujourd'hui le test Covid obligatoire est valide 48 à 72 heures. Ça commence à être marqué sur les billets d'avion. Ce sont là donc quelques mesures prises par les autorités nigériennes pour vraiment de la lutte contre cette maladie. Docteur Hanchi, où en sommes-nous vraiment par rapport à la gestion actuelle de cette maladie au Niger? Merci. Et comme Monsieur le ministre vient de le dire, nous sommes toujours en état d'alerte. Toujours le système est fonctionnel. Le système est fonctionnel en ce sens que, aussi bien dans les hôpitaux, dans les structures publiques, la surveillance continue. Donc, si on a des cas suspects, il y a toujours les équipes qui sont là pour faire l'investigation et si c'est nécessaire, le laboratoire prélève. Donc ce système est toujours là. De l'autre côté, la prise en charge. Il y a toujours les structures qui ont été identifiées pour prendre les malades en charge. Et je vous rappelle que cette prise en charge-là est faite à 3 niveaux. 3 niveaux? Par exemple, les malades qui sont symptomatiques, on a là où on les hospitalise. Les malades qui n'ont pas de signes, on les garde à domicile, on fait leur isolement à domicile. Maintenant, ceux qui ne peuvent pas être isolés à domicile parce que le cadre familial n'est pas adapté et ils ne sont pas symptomatiques, c'est eux qu'on garde soit au niveau du village chinois, soit au village de Fenifoot. Donc ceux-là, ils sont pour le moment fermés. Mais les structures hospitalières qui devraient accueillir les malades positifs est toujours là. Et les équipes qui ont été identifiées, qui ont été réquisitionnées pour faire cette prise en charge sont toujours là. Et il y a toujours le système de garde de permanence qui continue. Les centres ne sont pas fermés. Mais bien merci, ce sont les sites de confinement qui n'existent plus. Si voilà, les sites de confinement, parce que quand on a commencé à faire le sentinelle au niveau des portes d'entrée, oui, tout malade et toute personne qui vient de l'étranger, soit on les gardait à l'hôtel Gaïa, comme le ministre a dit, ou bien les contacts des malades, on les gardait là-bas. Ça s'est arrêté. Il n'y a plus de site d'isolement des cas contacts. Ça, on a fermé ça. Et si on peut le dire, les mesures qui restent toujours en vigueur, parmi ces mesures, il y a le test
Le PCR, textile continue. comment dirais-je, le respect des mesures barrières également. Le respect des mesures barrières est toujours là, Mhm. normalement, et toute la population devrait respecter. Normalement, le port des bavettes dans les lieux publics, le système de lavage des mains, la distanciation sociale, ça devrait continuer. Et ça, je ne suis pas très bien placé pour dire si c'est respecté ou pas, mais les mesures sont toujours en vigueur. Le constat est fait sur le terrain. Voilà. Et de mars à aujourd'hui, docteur Hanchi, quel bilan vraiment on peut dresser de la gestion, de cette gestion de la pandémie ici au Niger, en termes aussi, on peut le dire, de ressources investies? Ça, c'est une grosse question que vous venez de me poser. Si je dois parler en termes de ressources, d'abord, le côté qui m'est le plus simple, c'est les ressources humaines. Voilà. Les ressources humaines, au départ, ça a failli être un sérieux problème parce que quand cette épidémie a commencé, tout le monde, disons, nous sommes tous au courant que ça a créé une certaine... comment dirais-je, sensible, si on peut voilà, le dire. Sur toute la population, donc y compris les agents de santé. Donc certains agents de santé ont été très réticents. Le ministère était obligé de réquisitionner des agents de santé dans les hôpitaux, dans certaines structures pour les dédier spécifiquement à cette prise en charge. Mais malgré tout, ça n'a pas suffi. Et il y a des partenaires, des ONG, surtout FINIAP, MSF, qui ont apporté leur contribution, qui ont recruté des agents, des étudiants qui ont fini la médecine pour les déployer. En tout cas, plus de 150 médecins ont été recrutés pour compléter. Donc, les ressources humaines ont été vraiment dégagées et ça a permis de couvrir les besoins qu'il faut pour cette prise en charge. En tout cas, du côté de la prise en charge. Donc, si on peut le dire, ce sont des contraintes, la mobilisation vraiment des médecins, même si on peut le dire. Oui, ça a été une contrainte très, très, très importante à un certain moment. Ce n'est pas n'importe qui veut aller sur cette... Parce que tout le monde, les médecins, cette maladie a surpris tout le monde. Personne ne sait réellement quel risque il prenait en partant là-bas. Donc, certains ont été réticents. Mais après, avec l'évolution des choses, les gens ont compris que ce n'était pas ça. Vraiment, ce problème a été réglé. Maintenant, les ressources financières, je ne sais pas si je suis la personne la mieux indiquée. En tout cas, je n'ai pas géré ce côté-là. Merci. Merci à vous, Monsieur Insa du Rosen. Malgré toutes ces contraintes dont vient d'évoquer Dr Hanchi de la commission prise en charge de la COVID au ministère, vous, de votre côté, que pouvez-vous dire sur la gestion de cette maladie au Niger, de l'apparition du premier cas aujourd'hui? Oui, merci Nafissa. Alors, si on pouvait en tout cas se prononcer de ce qu'on peut retenir, je pense que ça peut se situer sur peut-être à trois niveaux. Le premier niveau, déjà, nous en avions beaucoup parlé, qui est de ce qui est de droit à l'État, à travers le ministère de la Santé en tant qu'autorité ou haute autorité par rapport à la question de vouloir édifier les populations nigériennes et mobiliser le personnel nécessaire, qualifié, pour quand même, en tout cas, faire une prise en charge de qualité, comme l'a dit le docteur. Le deuxième niveau, et là je vais beaucoup un peu m'étendre là-dessus, c'était la communication. Parce que il aurait fallu aussi que cette communication puisse marcher et puisse être tout de suite faire une ouverture pour impliquer tout le monde. Et nous, en ce qui nous concerne en tant que société civile organisée santé autour du ministère de la Santé, déjà, depuis l'avènement, nous avons certainement émis notre vœu de l'organisation et de l'information au niveau communautaire. Justement, parce que, voyez-vous, la façon dont, par exemple, la communauté nigérienne devait être informée sur cette pandémie ne sera pas peut-être la même chose dans les autres pays. Justement. Donc, ça a créé, vous savez, cette peur de ne pas pouvoir même s'amener une assistance ou bien même
sortir, ou bien même... Il y a une hantise qui était là, et il fallait qu'il y ait une communication pour pouvoir expliquer aux communautés et qu'il y ait surtout le respect des mesures barrières. Oui. Moi, je me rappelle, parce que nous, avec nos partenaires, le RACEN travaille aussi à l'extérieur avec des partenaires comme l'OAFRES, qui est l'organisation de l'Afrique francophone pour le renforcement des systèmes de santé et de la vaccination, qui est notre partenaire, a aussi souhaité nous renforcer dans nos démarches sur la communication envers les populations sur les mesures barrières. Donc en gros, si on comprend ce que vous voulez expliquer, c'est que les autorités, si on peut le dire, ont un peu failli dans la communication, ou bien comment cela est? Bon, nous n'allons pas dire qu'elles ont failli, ou plutôt elles ont essayé de faire cette communication et impliquer aussi les organisations indiquées pour contribuer, parce que c'est une grande mobilisation. Nous, c'est à cette mobilisation on a quand même contribué pour beaucoup plus expliquer les mesures barrières, le port de masque, le lavage des mains surtout. Et je me rappelle dans un village à la banlieue de Niamey, nous y étions pour expliquer aux populations que voilà, parce que ça rentre aussi dans le cadre de la préservation des bonnes pratiques, surtout le lavage des mains, d'être beaucoup plus hygiénique. Oui. Nous avons expliqué tout cela. Et à la date d'aujourd'hui, où en êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites concrètement dans la lutte contre cette maladie à la date d'aujourd'hui? Oui, à la date d'aujourd'hui, d'abord, premièrement, dans nos réunions même, nous essayons en tant qu'organisation de respecter les mesures barrières par nous-mêmes. Donc le port de masque, la distanciation et aussi le respect des lavages de mains. Maintenant, par exemple, au niveau de nos communautés, nous venons de rentrer, je dirais, d'une mission de plaidoyer qui nous a conduit de Difa jusqu'à moi, j'ai conduit l'axe Difa jusqu'à Maradi. Et avec les districts, avec les communautés, les leaders religieux, les leaders communautaires, nous essayons de porter le message que, vous voyez, la Covid a amené même en sorte que les populations ne fréquentaient même pas du tout. Il y avait une psychose totale. Il y avait cette psychose. Merci, il fallait continuer à montrer que non, soyons vigilants, d'accord, mais cela n'empêche pas de venir au niveau des centres de santé pour prendre en charge aussi les autres maladies qui ne sont pas aussi la Merci à vous. Alors, docteur, merci. Docteur Adamou, au niveau du CERMES, où en sommes-nous par rapport à cette prise en charge mais bien avant, quels étaient vraiment les grands défis auxquels vous avez dû faire face dans la réalisation des tests PCR pour faire dans cette pandémie, dans cette maladie? Oui, en tout cas, je pense qu'au niveau du laboratoire du CERMES, par rapport au diagnostic donc, de la COVID-19, comme l'a dit Dr Hanki tout à l'heure, au tout début, c'était vraiment deux défis majeurs. Les deux défis majeurs, c'est les défis à ressources humaines, parce que ça impliquait quand même assez du monde pour quand même gérer les diagnostics de tout un pays, parce que vous n'êtes pas sans savoir que en tout cas jusqu'à récemment, seul le CERMES avait quand même cette capacité de faire ces diagnostics. Et c'était lourd, surtout au moment des pics autour d'avril-mai, où on avait quand même des centaines, quelques centaines ou des milliers de cas à vouloir tester dans les pays par jour. Donc c'était un défi effectivement qu'on a certainement pu maintenant, en tout cas vite corriger. Après, c'était aussi le défi lié à l'approvisionnement, parce que vous savez, les laboratoires, les diagnostics, il faut l'approvisionnement en matière de matériel, des équipements, des réactifs, etc. Et donc, c'était un défi essentiellement qui était lié non seulement par beaucoup de facteurs. Il y avait l'un des facteurs, en tout cas, qui a freiné, c'était
Et d'abord, à partir de mars, au fait, tous les vols, etc., étaient suspendus. Et c'était des matériels qu'il faut importer d'ailleurs. Oui. Et donc, il n'y avait pas vraiment les vols, etc. Et c'était difficile, même avec son argent, on ne pouvait pas réellement commander. Oui. Et donc, c'était vraiment un défi qui nous a vraiment... Et d'ailleurs, les tests PCR continuent d'être faits et c'est même obligatoire, si on peut le dire. Comment ça se passe actuellement? Oui, bien. Donc, effectivement, les tests PCR, comme l'a dit tout à l'heure le ministre, effectivement, donc jusqu'à avant de mars, en tout cas jusqu'en fin juillet. Donc, jusqu'à maintenant, en tout cas, ça continue pour la surveillance nationale. Donc, les cas suspects qui ont présentent quand même la symptomatologie de la COVID. Donc, on les prend en charge, on les teste. Après, il y a des tests maintenant depuis le 1er août, avec la réouverture des frontières aériennes. Donc, l'aéroport est ouvert. Donc, on enregistre des vols. Et donc, là, le gouvernement a mis en place un diagnostic PCR au départ et comme à l'arrivée obligatoire pour tout voyageur qui, en départ ou à l'arrivée au Niger, donc avec un test valide de 72 heures. Et donc, nous nous sommes organisés rapidement, en tout cas pour répondre, pour accompagner le ministère dans ce sens. Avec en tout cas tous les appuis qu'on a eu en tout cas du ministère. Nous avons mis des dispositifs pour pallier au problème de ressources humaines parce que là on a affaire quand même, en plus de la surveillance des patients, on a quand même des voyageurs qui ont une contrainte de temps parce que s'il faut répondre, on ne peut pas les faire attendre. Donc ça nous a permis Est-ce qu'il y a une quelconque avancée de la réalisation de ces tests du début à aujourd'hui? Est-ce que c'est le même procédé? Comment ça se passe? Du début à aujourd'hui, c'est les mêmes tests. Les tests restent les de référence, c'est la PCR, en tout cas avec toutes ses performances de sensibilité et de spécificité. Donc c'est le même test qui continue, mais maintenant avec un temps de réalisation, parce qu'on a mis quand même, on a renforcé les équipes qui fait en sorte que maintenant on a quand même une capacité autour de 500, la capacité qui était autour de 200, 250 avant août. Donc à partir d'août, nous avons mis une capacité de tests de 500 par jour pour prendre en compte tous les voyageurs et les éventuelles, en tout cas, personnes. Merci à vous, docteur Hanchi. En termes de défis, si on peut le dire, quels sont vraiment les défis futurs pour vraiment maintenir la stabilité dans laquelle nous sommes face à cette maladie? Quels sont les défis futurs pour y faire face à ces défis? Nafissa, le défi le plus important, c'est que cette maladie-là, c'est vrai que c'est apparu de façon brutale, si on peut le dire, mais soyez sûr que ça ne va pas partir comme ça. Le défi le plus important pour le système de santé, c'est pouvoir fonctionner normalement tout en faisant attention à cette maladie-là. Qu'est-ce que ça veut dire? Vouloir dire uniquement voilà les centres de prise en charge Covid ou bien les centres de dépistage Covid, on doit dépasser ça. On doit faire en sorte que tout le système de santé soit en mesure de penser à cette maladie, de la rechercher et de la prendre en charge. Que les agents de santé doivent garder en tête le dispositif de se protéger, donc la prévention, donc le port de masques, de matériel de protection individuelle, le lavage de mains, l'utilisation des gels, ça doit être quelque chose qui doit être maintenant dans le comportement de tout agent de santé. C'est le principal défi. Cette maladie-là, nous allons vivre avec. Alors, si on doit parler de leçons, docteur, quelles sont donc les leçons qu'on peut dire qu'on a apprises vraiment? Quelles sont les leçons apprises de la prévention à la gestion de cette maladie? La principale leçon, c'est que nos systèmes sont très, très, très fragiles. Quand cette maladie-là est arrivée, ça a désorganisé tout le système de santé. Tout. Et la répercussion ne s'est pas limitée uniquement à Covid. Aujourd'hui, si le Niger doit faire un petit bilan, nous allons avoir des gros trous au niveau de la prévention des autres maladies, la vaccination, les campagnes de vaccination, la CPN, tout a été désorganisé. Donc maintenant, le principal défi, c'est comment faire pour que cette maladie Covid-là n'empiète pas sur les autres, parce que qu'on le veuille ou pas, on a beaucoup d'autres maladies à gérer.
Monsieur Insa de Roassen, face donc à une maladie d'une telle envergure qui a endeuillé le monde entier, quels sont selon vous les vrais défis à relever à l'avenir? Alors, merci Nafissa. En termes de défis par rapport à la lutte contre la COVID-19, moi je pense que, comme l'a dit le docteur, le vrai défi d'abord, c'est le défi de la formation. Il faut former et informer. Donc, il faut former le personnel de santé, parce que le docteur vient de dire que quel que soit le niveau de prestation de services de santé, il faut qu'il y ait une prise en charge. Je ne dirais pas que ça allait être une prise en charge, peut-être comme... mais il faut qu'on sente qu'il y a quand même une orientation par rapport à la maladie, quel que soit le niveau de service de santé qui va être offert. Ça, c'est un. Deuxièmement, il faut qu'il y ait un défi d'information. Et là, il faut impliquer tout le monde. Aujourd'hui, nous, en tant qu'organisation de la société civile, nous revenons du pays, à l'intérieur du pays. Il faut que nous ayons la possibilité d'aller vers les communautés et à travers les services de santé, les districts, pour informer les communautés à travers surtout les leaders communautaires. Parce que quand l'information passe avec les populations, ça voudra dire que la prise en charge au niveau service de santé va être quand même apaisée déjà. Donc moi je pense qu'il y a ce travail de complémentarité, de facilitation que nous devons quand même veiller parce que la santé par définition c'est la prévention. C'est ça. La santé d'abord c'est la prévention. Et la prévention demande des mesures à prendre avant même d'aller se traiter. Je pense que le premier, c'est vraiment les défis majeurs, si je peux l'appeler ainsi, pour que nous ne soyons pas surpris peut-être de ces genres de maladies. Et maintenant, peut-être le troisième défi, c'est aussi la recherche des ressources pour cette grande mobilisation. Parce qu'il faut des ressources, ça demande des fonds pour aller faire de la mobilisation et impliquer tout le monde, ça demande des moyens. Merci à vous. Donc je pense que c'est à cela qu'on va s'atteler, Inch'Allah. Docteur Adamou, selon vous, sur quoi doit-on vraiment s'atteler à l'avenir pour faire face à de telles maladies dans notre pays? Je pense que nous avons en tout cas, c'est-à-dire les expériences que nous avons en tout cas eues jusque-là, après 8 mois déjà de gestion, je pense que toutes ces expériences doivent continuer à être capitalisées et ça peut certainement nous aider dans la gestion future en tout cas. Comme l'a dit le Dr Hanki, c'est pas une maladie effectivement qui va peut-être disparaître. On le voit déjà maintenant avec dans d'autres, en tout cas horizons dans d'autres continents, avec des deuxièmes vagues, etc. Tout ça qui vient. Donc effectivement, personne n'est à l'abri, aucun pays n'est à l'abri en tout cas de cette reprise d'activité de la circulation virale. Et donc il faut garder toutes ces mesures en place. Tout à l'heure, effectivement, je vais revenir sur la communication, l'aspect communication qu'il disait. Effectivement, la communication, si on voit, c'est vrai que ça a été un bien, mais c'est qu'il faut qu'on voit aujourd'hui avec tous les différents canaux de communication qui existent. Oui. Au fait, on a l'impression que la communication internationale a pris le dessus, c'est la communication nationale, parce que les gens s'informent sur France 24, etc. Et il faut essayer de situer l'information par rapport à là où on est. Au tout début, ça nous a causé un véritable problème parce que les gens voulaient systématiquement lier la Covid au décès au vu des grandes mortalités qu'enregistre notre pays. Donc, je pense que ça, il faut faire un gros effort dans ce sens et dans le respect effectivement des différentes mesures barrières. Et je pense qu'avec cela, nous pouvons en tout cas arriver à en tout cas garder les caps et contenir en tout cas la gestion de cette maladie. Merci à vous. Donc, docteur Hanchi, pour terminer, quel est votre mot de fin? Mot de fin, c'est que pour être très simple, cette maladie-là, Dieu merci, ça n'a pas été ce qu'on a pensé, mais ça n'a pas fini aussi
de nous livrer des surprises. Donc, soyons prudents. Le virus continue toujours. Monsieur Insa, que dire donc à toute la population? Oui, merci Nafisa. Alors, ce qu'on peut dire à toute la population, c'est que à partir de cette étape, nous devons quand même pouvoir compter sur nos propres capacités entre nous-mêmes souvent de faire la riposte. C'est-à-dire, quand je dis la riposte, par rapport surtout à la communication au niveau local. Donc, nous devons quand même pouvoir réfléchir des stratégies locales pour ne pas attendre. Parce qu'il n'est pas toujours dit que ce qui marche ailleurs peut aussi marcher chez nous. Donc, il faut qu'entre nous, nous nous acceptons, nous nous impliquons dans ce que chacun de nous pouvait faire par rapport à la lutte contre cette maladie, et une collaboration aussi avec le ministère de la Santé surtout. Monsieur Hanki est présent, donc peut-être il va prendre en compte votre préoccupation et faire part de cette par préoccupation. rapport à la prise en charge. Merci. D'accord. Monsieur Dr Hanki, je reviens vers vous pour une question qu'on a peut-être omise, c'est sur la question des personnes les plus touchées ici au Niger. Comment se présente la quelles étaient les personnes les plus vulnérables face à cette maladie? Je n'ai pas compris ce que vous voulez dire par les personnes les plus touchées. Si on veut dire les personnes, les cas positifs, oui, il y en a ça dans tous les couches d'âge. Des sujets âgés comme les plus jeunes, comme les hommes, comme les femmes. Il n'y a vraiment pas une répartition très claire pour dire voilà ceux qui sont les plus âgés. Par contre, les formes graves, les cas de décès, oui, là, c'est vraiment dans une couche bien déterminée, surtout les personnes âgées et avec d'autres pathologies sous-jacentes. Ça, vraiment, ça a été démontré que les personnes d'âge un peu avancé, les diabétiques et aussi ceux qui ont des problèmes respiratoires déjà sous-jacents sont les plus qui ont souffert. Mais Dieu merci, le Niger n'a pas enregistré, même si on a enregistré à peu près 60 cas de décès, comparativement aux autres pays, on peut dire que c'est un chiffre en baisse, quoi. Et par rapport au nombre de décès. Le nombre de décès. Le nombre de décès, on devrait relativiser ça, parce que qu'est-ce que je veux dire? En médecine ou bien si on doit en sciences, on fait toujours les rapports sur le nombre de cas et le nombre de décès sur le nombre de cas. Si on fait ça, le 109 sur les 1211, notre létalité n'est pas parmi les plus faibles. Oui, c'est vrai que ça a bien marché. On a eu moins de décès, on pensait, mais on n'a pas eu aussi beaucoup de cas. D'accord. Voilà. Merci donc à vous. Docteur Lagaré, je termine avec vous. Votre mot de fin? Merci, Madame Nafisa. Donc, mon mot de fin, ça serait essentiellement par rapport à la gestion des tests voyageurs par les SERMES qui s'est fait essentiellement au SERMES, comme vous le savez, depuis le 1er août. Et effectivement, je vais rappeler en tout cas quelques informations qui, en tout cas, étaient là depuis le 1er août. Et peut-être à travers votre canal, ça va encore toucher le maximum de population. Donc, depuis le 1er août, il faut que le gouvernement a mis les tests voyageurs. Pour tout voyageur en départ du Niger, un test COVID-PCR. Et donc, ce test s'est fait essentiellement, en tout cas ici au niveau de Niamey, au niveau du SERMES, avec trois principaux centres de prélèvement. Donc, au niveau comment on appelle, de la clinique des Nations Unies, au niveau de la clinique gouvernementale et au niveau même du SERMES. Mais sachant que tous les diagnostics, les autres amènent les échantillons au niveau du SERMES et tout est testé au SERMES. Donc, dans ces cas, dans ce cadre, quand même, une organisation a été mise en place. Donc, c'est pour juste rappeler cela que normalement, les voyageurs doivent en tout cas essayer de prendre un rendez-vous pour leur test 48 heures ou 72 heures avant leur voyage. Et donc, pour ce cas, ils peuvent appeler les numéros que je vais citer. Donc, il y a des numéros de fixe au SERMES qui fonctionnent sur les horaires de service, donc de 8h à 17h.
du lundi au jeudi et de 8h à 13h le vendredi. Donc ces numéros de fixe, c'est les 20 75 20 40 et les 20 75 20 45. Mais aussi il y a des numéros cellulaires, donc qui sont les 88 52 64 48. Les 80 09 01 11. Donc ça, on demande à la population, en tout cas aux voyageurs, de prendre des rendez-vous pour venir. Et le test, il est payant? Le test, effectivement, est payant. Donc pour toute personne qui veut voyager, il prend un rendez-vous et le test est payant à hauteur de 30 000. Quand même, l'État a fixé les prix et il doit se présenter avec son passeport pour effectuer les démarches. Merci, docteur. Merci donc à nos trois invités. Docteur Hanchi Yahaya, médecin infectiologue à l'hôpital national de Niamey. Vous avez représenté la commission de la prise en charge de la COVID-19 du ministère de la Santé publique. Merci d'être venu. Docteur Adam Lagaré, virologue au Centre de recherche médicale et sanitaire CERMES, merci. Monsieur Insa Daouda, coordinateur régional du réseau des organisations du secteur de la santé Roassen Niamey, merci à vous. Alors, chers auditeurs et auditrices de Studio Kalangu, c'est ici que prend fin cette émission. Et comme vous l'avez si bien entendu de par les interventions de nos invités, la COVID-19 est toujours une réalité au Niger, bien que la situation commence à être stable, puisqu'à la date d'aujourd'hui, le Niger enregistre de moins de cas de personnes atteintes de cette maladie. Retenez surtout que la pandémie a durement touché le Niger, mais fort des efforts de tous les acteurs impliqués, la situation a très vite été prise en charge. Il est donc important de continuer de respecter toutes les mesures barrières pour y faire face à cette maladie. Donc, nous étions donc avec tous nos trois invités. Merci à eux. À la régie vidéo, c'était Mustapha Ayouba. À la technique, Kasseni Isaka. À la présentation, Nafisa Adam Sirfo. Au revoir.